Bonsoir, bienvenue, bienvenue. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Marie-Laure, bonsoir. Comment ça va? Donc, ici, René, bonsoir. Manon, bonsoir. Esther, Christine, Ivanka, bonsoir. Lefebvre, bonjour. Camélia, bonsoir. Brigitte, bonsoir. Nada, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Bien le bonsoir à toutes et à tous, ici de nouveau dans notre espace, Yamina bonsoir, notre espace psychanalyse pour tous. Donc mardi 21h, nous sommes ponctuels à notre rendez-vous hebdomadaire. Mardi Geneviève, bonsoir, mardi 6 juillet 2021. Je m'appelle Clémence Lonis, salutations distinguées, François, Fabienne, bonsoir. Vous espère en forme, Fabienne espère en forme. Tout va bien, merci Fabienne. Donc je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Et Jean-Loup, bonsoir, Camille, bonsoir, Lively, Isabelle, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous avons donc l'intention de faire référence et de parler un petit peu du surmoi, de cette formation du surmoi. Akan, bonsoir, Olivier, bonsoir, Hakim. Sur les formations du surmoi. Donc Claire, bonsoir. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Carlos, bonsoir. Et à aimer cette page, on va dire, aimer cette page pour pouvoir suivre les publications au fur et à mesure des publications. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés, enfin je vous ai proposé, de faire une petite présentation de cette instance psychique qu'on appelle le surmoi. Donc le surmoi, cette instance psychique qui est formée donc dans Joseph, bonsoir, dans cet appareil psychique dont nous connaissons les informations grâce au travail de Freud, qui a donc, lui, produit cet appareil psychique qui n'existait pas avant Freud. Et qui nous explique donc, dans cet appareil, il nous explique un petit peu comment fonctionne cet appareil. Antonio, bonsoir. François, quel est le nom de l'école de psychanalyse? C'est l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Nadia, bonsoir. Sabrina, Régis... Foot avec l'Espagne. Ok, d'accord, Régis. Cynthia, bonsoir. Donc oui, il faut choisir, effectivement, il faut choisir. Donc je disais que cet appareil psychique a été produit par Sigmund Freud grâce à son travail à l'écoute des patients, et aussi Nina, bonsoir, Corinne, bonsoir. Donc, qu'il a réussi à formuler, Corinne, Nadine, qu'il a réussi donc à formuler grâce à l'écoute de ses patients et aussi au concept théorique qu'il a utilisé pour pouvoir produire, Florian, bonsoir, Lina, et ce concept théorique de cet appareil psychique, dans le sens où c'est quelque chose donc qui n'existe nulle part,
Sigmund et Simon, bonsoir. Monique, depuis la Savoie. Ok, très bien, Monique. Donc, je disais que c'était donc une fabrication. Marie-Thérèse, bonsoir. Lon Andreasen, bonsoir. Ah, pardon, 2 secondes, je dois. Hop. Donc, pardon. Sabrina, donc on va lire Sabrina Jacqueroux. Quel est le courant de pensée, la psychanalyse de la poésie? Donc ça c'est un autre sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Jacques, Pello, Shaima, bonsoir. Florence, bonsoir. Mais disons que dans l'école de Grupo Celo, on associe donc la poésie la psychanalyse comme la poésie comme élément très intéressant pour mieux écouter les patients. Quentin, bonsoir. Quelle est la différence entre, donc il y a déjà les questions, quelle est la différence entre le père symbolique et le surmoi? Ils sont totalement différents. Ben, le père symbolique, c'est la loi, le surmoi, c'est une instance psychique, non? C'est une instance psychique. Amélia, Pierre, Linda, Yvette, alors attendez que Odette, donc Florence, Sabrine, Sandrine, pardon. Donc Nina, le surmoi, depuis Haïti, Yuri depuis Haïti, Véronique, bonsoir. Bon, alors on va essayer d'expliquer un petit peu, nous sommes déjà une centaine donc en direct sur ce direct, sur cette connexion. Maya, bonsoir. Pour voir donc qu'il s'agit de voir un petit peu comment fonctionne notre appareil psychique avec ses différentes instances et ses différents mécanismes. Cédric, bonsoir. Virginie, bonsoir. Donc, pour commencer par le début, comme vous vous rappelez, ce petit bébé qui va arriver dans la vie d'une famille, il a obligatoirement besoin de ses parents. Ses parents donc sont quelque chose qui est tout à fait indispensable à sa survie. C'est-à-dire qu'il va remettre sa vie dans les mains de ses parents ou dans les mains des personnes qui vont s'occuper de lui, comme en occupant ses fonctions qui correspondent aux fonctions des parents. Donc il se remet dans leurs mains pour pouvoir survivre, parce que comme vous le savez, si personne ne s'occupe de cet enfant ne va pas aller très loin. Donc pour pouvoir grandir, il va être nécessaire d'avoir ces fonctions. On va parler principalement de la fonction mère, qui va être la personne qui va s'occuper de l'enfant pour qu'il ne meure pas directement, c'est-à-dire que vraiment c'est quelqu'un qui va lui sauver la vie, c'est-à-dire que nous avons tous, comme nous sommes ici, de Sabine du Tarn, bonsoir, comme nous avons tous été sauvés. Nous avons tous été au bord de la mort et sauvés. C'est-à-dire que dès le départ, nous avons une grande dépendance vis-à-vis des êtres, d'autres êtres humains. Nous sommes tombés dans un monde d'humains où les autres vont être nécessaires, donc ils le sont dès le départ et ils vont l'être pendant toute notre vie. C'est quelque chose qui va être important puisque nous allons devoir apprendre à établir de bonnes relations avec les autres puisqu'ils vont faire partie de notre vie, ils vont nous aider à fabriquer notre vie, nos projets, notre famille, notre travail et qu'ils vont faire partie. Nelly, bonsoir. Donc l'enfant, il a besoin de cette protection des parents, c'est-à-dire qu'il va devoir... non. C'est comme ça d'ailleurs que les enfants vont commencer à aimer les parents, puisqu'ils ont besoin d'aimer les parents pour qu'ils continuent, puisque c'est eux qui leur sauvent la vie et qui vont leur sauver la vie pendant un certain temps, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, l'enfant, s'il n'est pas pris en charge par un adulte, non, il ne va pas aller très loin.
Donc c'est une grande dépendance et qui va continuer pendant toute notre vie. Chris, bonsoir. Et c'est ce qu'on va appeler ces premiers gestes de protection, c'est ce qu'on va appeler l'amour. Donc une première relation, on va dire, de l'enfant avec l'amour, ça va être ça. Et tout ça pour vous dire que cet enfant, il va avoir une première peur qui va être la peur de perdre cet amour. Puisque pour lui, cet amour, ça veut dire, est synonyme de protection. Donc il a besoin de cet amour. Et il a besoin de cet amour. Cet amour, lui, est indispensable puisqu'il signifie protection. Donc quelqu'un, Alessandra, bonsoir. Lamri, bonsoir. Quelqu'un qui va s'occuper de lui. Sandrine, bonsoir. Et donc c'est à ce moment-là aussi où on voit que c'est un amour, non, ce type d'amour au début de notre vie, donc c'est un amour qui est essentiel, indispensable. Sylvie, bonsoir. Ce qui ne va plus être le cas par la suite, puisque par la suite, le sujet doit être capable de subvenir à ses besoins, de pouvoir couvrir tous ses besoins et que les autres, dans ces relations, vont être indispensables aussi, mais dans un autre ordre d'idées, d'accord ? C'est-à-dire dans une autre participation. On va dire où l'amour ne va plus être quelque chose d'indispensable ou de nécessaire, bien qu'il va l'être aussi, mais je veux dire que ça va être un autre type d'amour. Hein. Donc, bonsoir Clémentine Danidan de Constantine d'Algérie, bonsoir. Khadija, bonsoir. Roger, le pouce au jouir. Le pouce au jouir. Nadine, théorie de l'attachement. Donc, on va voir qu'il y a cette première étape où donc il y a, quand on parle d'angoisse à cette époque-là, donc c'est l'angoisse de perdre l'amour de ces personnes qui sont indispensables pour m'aider à grandir. Mais bien sûr, ils ne vont pas toujours avoir le même rôle, ces parents. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où leur rôle va se transformer dans le sens où cet amour, le surmoi, c'est l'autoconservation du sujet, d'une certaine façon, oui. Donc, on disait que ce père et cette mère sont ses premiers amours incestueux. Non, plutôt, nos premiers amours sont des amours incestueux, donc qui vont être associés par besoin. Donc ce sont des amours du besoin. Mais il va falloir, comme vous le savez, renoncer à ces premiers amours, parce que sinon on ne sortirait pas de la famille. Donc il est nécessaire de renoncer à ces amours à papa et maman pour pouvoir avoir accès à d'autres amours, de dire non à un pour avoir accès à tous les autres. C'est quelque chose qui est assez facile. Bonsoir Catherine. Donc, et le sujet va renoncer donc à ses amours, il va renoncer parce qu'il va recevoir donc ce qu'on appelle la menace de castration. La menace de castration, c'est le père, la fonction père qui vient dire à l'enfant: avec ta mère, ce n'est pas possible, tu dois renoncer à ta mère. Pourquoi ? Parce que ta mère, elle, c'est ma femme, ce ne sera pas la tienne. Et en plus, il y a cette menace de castration qui fait référence donc à la différence sexuelle. C'est-à-dire que la menace de castration, c'est quand l'enfant va se rendre compte dans son évolution que tout le monde n'est pas comme lui. Parce qu'au départ, l'enfant, il pense que tout le monde est comme lui. Donc, quand on dit que tout le monde est comme lui, c'est-à-dire que tout le monde a comme disait le petit Hans du cas clinique de Freud, qu'il a cette petite chose qui fait pipi, qui sert à faire pipi, se fait pipi. Lui, il pensait que, lui, comme tous les enfants, il pensait que toutes les choses avaient donc ce petit pénis. Tant les choses animées que les choses inanimées. Petit à petit, il va se rendre compte que les choses inanimées n'en ont pas. Par contre, il va attribuer à tous les êtres vivants
enfin à tous les êtres humains, il va attribuer un petit pénis. Pourquoi? Parce que tout le monde est comme lui et il ne peut pas penser la situation d'une façon différente, même si on lui dit dans sa constitution, dans son développement, il n'a pas encore les éléments pour pouvoir capter qu'il y a quelque chose de différent de lui. Et quand il va voir, évidemment, que cette petite fille n'a pas la même chose que lui, que la petite fille n'a pas la même chose que lui, il ne va pas tout de suite penser qu'il y a deux sexes, sinon qu'il va dire, on lui a enlevé. Cindy, bonjour. On lui a enlevé, on lui a coupé. Et donc c'est là où la menace de castration va avoir son effet, c'est-à-dire qu'il va penser qu'il y a, donc c'est l'époque où l'enfant pense qu'il y a ceux qui en ont un et ceux qui sont castrés. Voilà, donc il y a deux catégories, on va dire, deux catégories. Donc ce n'est pas exactement deux sexes, sinon c'est ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. D'accord, ceux qui sont castrés. Donc, face à cette menace de castration, voir qu'effectivement, il est possible qu'il perde lui aussi son pénis, puisqu'il a vu que la petite fille n'en avait pas. Donc, face à cette menace, il va appliquer la règle de papa qui lui a dit, tu ne peux pas, tu dois renoncer à ta mère, puisque ta mère, c'est ma femme. Donc, effectivement, tous les enfants, alors ça c'est quelque chose aussi qui va être important, c'est-à-dire que tous les enfants vont passer par ce système, non, ce système de développement. C'est-à-dire que tous les enfants vont recevoir la menace de castration, parce que la menace de castration, c'est pas obligatoirement la phrase du papa qui vient dire à l'enfant, attention, ta maman, non, parce que des fois il y a des mères qui sont toutes seules, donc il n'y a personne qui vient rien dire, mais la menace de castration, c'est quelque chose de symbolique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient montrer que cette relation idéale que l'enfant avait avec sa mère, elle ne peut plus continuer, que sa mère s'intéresse à d'autres choses, bonsoir Anne, que sa mère s'intéresse à d'autres choses, que le monde existe et que pour pouvoir avoir accès à ce monde, il va devoir renoncer à cet amour incestueux. Et Franny, bonsoir. Et donc, il va le faire d'une certaine façon. On va voir que l'enfant va dire d'accord, je vais renoncer, mais pas complètement. Et c'est là où va se produire donc Nada dit cette menace de castration et les petits garçons, les petits garçons, elle est générale naturellement chez les petites filles. Comment ça se passe? Alors Freud il va nous dire, et ça c'est quelque chose qui est très bien. D'accord, Virginia, bonsoir, Nadia. Et donc, pour la petite fille, on va voir, rappelons-nous qu'en psychanalyse, nous avons 4 sexes. Nous n'en avons pas 2, nous en avons 4. Donc, pendant cette première période infantile, nous allons constituer une position, parce que quand on parle de sexe, on ne parle pas de ce que nous avons entre les jambes, donc ne faisons pas référence à notre anatomie, sinon que nous faisons référence à notre appareil psychique, c'est-à-dire, LPLP bonsoir, c'est-à-dire que comment va se constituer dans notre appareil psychique notre position sexuelle. Et c'est là où la psychanalyse dit qu'il y a 4 positions sexuelles. Bonsoir Clémence, bonsoir Sylvie, avec un point d'interrogation. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment un bonsoir, non? Et donc, il y a 4 positions sexuelles. Et quand on dit 4 positions sexuelles, c'est-à-dire qu'il y a les 2 premières qui ont été donc incorporées, Valérie bonsoir, incorporées lors de la petite enfance, c'est la position sexuelle de la mère et la position sexuelle du père, c'est-à-dire la fonction mère et la fonction père. Les positions sexuelles dans l'appareil psychique sont des positions face à la réalité. Daniel, bonsoir. Donc pendant la première enfance, les seules choses qui existent pour eux de différent, c'est papa, maman, où chacun a son rôle, non? Il y a papa, maman, donc c'est pas l'homme et la femme, sinon c'est papa, maman, comme quelque chose qui s'est approprié de façon pratiquement naturelle. Et ensuite, il va y avoir, donc il va falloir constituer chez chacun d'entre nous la position masculine et la position féminine dans chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est une constitution, c'est une fabrication, où une femme
doit pouvoir utiliser face à la réalité professionnelle, par exemple, d'utiliser de la fonction masculine, et comme l'homme, de temps en temps, il va être nécessaire qu'il puisse occuper une position féminine face à la réalité. Denise, bonsoir. Donc ce sont deux positions différentes, enfin plutôt quatre positions différentes face à la réalité. Donc, effectivement, ce complexe d'Oedipe et cette menace de castration, la petite fille va le passer d'une façon différente, effectivement, mais elle va passer les deux. De la même façon que le petit garçon aussi va passer les deux. Ok, et Wang So, bonsoir à vous. Et donc, ce n'est pas quelque chose, parce qu'en fait, Freud il dit, nous partons du fait d'une constitution bisexuelle pour chacun des êtres humains. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il va y avoir une relation tout à fait spéciale avec le père et une autre relation tout à fait spéciale avec la mère, et que ces deux relations, l'une comme l'autre, vont être ambiguës. Ambiguës, c'est-à-dire que je l'aime et je le déteste, dans les deux cas. Donc on va voir que Laura bonsoir, Arania bonsoir, donc c'est un petit peu ce qu'on va voir, donc Maryse bonsoir. Donc aujourd'hui on va voir la petite histoire pour le petit garçon, on ne va pas s'arrêter sur la petite fille, pas que ce soit un manque d'intérêt, mais disons que, parce que ce n'est pas parce que nous parlons de ce développement chez le petit garçon qu'il y a des gens qui doivent penser qu'ils ne sont pas, qu'ils ne font, non, que tout le monde, nous avons fait aussi ce parcours. Donc, rappelons-nous, l'objet, le premier amour pour tout le monde, c'est la maman, pour les femmes comme pour les hommes. D'accord? Donc, ou plutôt pour les hommes comme pour les femmes. C'est-à-dire que pour que chacun d'entre nous, la maman, c'était notre premier objet d'amour. La position et la fonction sont les mêmes. La fonction, c'est un travail, non? La fonction, c'est un travail. La position, c'est une position face au langage, on va dire, face à notre manière d'utiliser le langage ou de nous laisser utiliser par le langage. Donc, pour revenir à la castration, donc face à cette menace de castration, non? Amina, bonsoir. Face à cette menace de castration, le sujet, ce qu'il fait, c'est qu'il fait croire d'une certaine façon qu'il va renoncer à son amour, donc pour sa mère ou pour son père, qu'il va renoncer à ses amours, Gabriela, bonsoir, à ses amours incestueux, mais en fait, il ne va pas le faire réellement, sinon qu'il va se diviser pour ne pas renoncer complètement. Il va se diviser, il va maintenir dans l'inconscient sa relation incestueuse avec ses parents. Et il va transformer sa relation avec ses parents dans la réalité, ou ses parents dans la réalité, donc vont devenir des gens qu'il aime beaucoup, pour qu'il ait une grande tendresse. Mais tout l'érotisme de cette relation qui existait pendant cette première enfance va disparaître, ou plutôt ne va pas disparaître, sinon qu'elle va être réprimée, elle va devenir inconsciente. Et le fait qu'elle soit réprimée, qu'elle devienne inconsciente, ça ne veut pas dire qu'elle ne continue pas à exister, qu'elle continue à exister pour le sujet, elle continue à participer. D'accord, Cynthia et Smilika, bonsoir. Donc, à ce moment-là, de cette division, quand le sujet donc va se diviser pour maintenir son grand amour, fonction maternelle. On peut dire fonction maternelle, Brigitte, si vous voulez, non? Mais bon, la fonction de la mère ou la fonction maternelle, c'est la même chose, non? Alem, bonsoir. Et mais disons que c'est la personne qui va s'occuper des premiers soins, on va dire, des premiers soins de l'enfant. Et ensuite, la fonction père, c'est celle, et s'il n'y a pas de père, il y a toujours un père, Joseph. Il y a toujours un père. Parce que le père, c'est quelque chose de beaucoup plus symbolique que la mère. C'est quelque chose de beaucoup plus symbolique. Et que le père, premièrement, Pierre, bonsoir, il y a toujours un Pierre, il y a toujours un Pierre, il y a toujours un père, il y a toujours un père, c'est-à-dire que l'absence de père, quand une femme est toute seule à élever ses enfants, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de père. On va faire la lecture, rappelez-vous que la psychanalyse, c'est une discipline qui fonctionne par après-coup. C'est-à-dire qu'on va voir par rapport au patient qui est en séance, selon sa manière de parler,
si il a un père ou s'il n'a pas de père dans son appareil psychique. Parce qu'effectivement, il peut ne pas avoir connu son père, non, il peut ne pas avoir connu son père, ou qu'il n'y ait pas eu d'homme dans la maison, on va dire, mais qu'il ait constitué la fonction père dans son appareil psychique. D'accord? Donc, il faut voir qu'il s'agit de deux situations différentes. D'un côté, nous avons notre vie dans la réalité avec les personnes avec qui nous vivons, et une autre chose, c'est la situation de notre appareil psychique. Quand on voit qu'il y a des symptômes qui sont produits dans la réalité, c'est là où on peut commencer à se poser des questions. C'est là où on peut se dire, bah alors, qu'est-ce qui se passe, non, par rapport aux symptômes. Mais tant qu'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de raison de douter de la présence de cette fonction père dans l'appareil psychique. Donc, on disait que ces amours incestueux donc, vont se transformer et nous allons dans la réalité transformer, avoir une relation tendre, on va dire en tout cas sans cette dose d'érotisme que nous avions quand, Tala, bonsoir, quand nous avions lors de cette première enfance. Manon demande, peut-il constituer cette fonction père par lui-même, de manière autonome, sans présence physique? Non, de manière autonome, non. Non. De manière autonome, non, on a toujours besoin des autres. D'accord? C'est-à-dire que la fonction père, c'est quelque chose, on va voir, c'est plus en relation avec la mère qu'avec le père. Nana dit, même sa mère ne peut ne pas l'avoir connue, exactement. En plus, Nina, on peut reporter ça sur son psy. On peut reporter ça sur son psy. D'accord? C'est-à-dire que le père, ça va être quelque chose de symbolique dans le sens où, comme on disait auparavant, c'est quelque chose qui vient interrompre cette relation, c'est quelque chose qui vient... Et donc les symptômes ont-ils un lien? C'est pas avec l'absence du père, sinon c'est que il n'y a pas, la fonction du père ne s'est pas établie sur ses constitutions. Alors, Vanille et la mère, et la qu'elle dit, attendez, je me suis perdue. Peut-il constituer cette fonction par lui-même? Donc on a dit que non, on a toujours besoin des autres. Et Manon dit, et la mère? Ah, j'ai perdu la question de Manon. Bon, ah oui, j'ai perdu. Perdu sur ce petit écran. Est-ce que la mère peut avoir la fonction père et mère? Oui, la mère peut occuper les deux fonctions. Non, puisqu'en fait, c'est ce qui vient, on a dit, la fonction père, c'est celle qui va dire, avec ta mère, tu ne peux pas. Et avec ta mère, tu ne peux pas, si on voit que maman va travailler tous les jours, ben, avec maman, je ne peux pas. Non, il y a une autre manière d'incorporer, non, ce père symbolique. Mais bon, ce n'est pas exactement de ça dont nous voulons parler ce soir. Sinon que nous voulons montrer que cette... Donc ce que nous voulons montrer un petit peu, c'est que à cette époque donc du complexe d'Oedipe, il y a tout ça qui va se fabriquer dans l'appareil psychique. Ou plutôt que c'est là, ce moment-là, que l'appareil psychique va se fabriquer. Parce que juste ici, non, il n'y avait pratiquement pas de le moi. Le moi aussi va devoir s'installer, donc il n'y avait qu'un ça dans l'appareil psychique. Cet élément assez primitif, non? Joseph, le père, c'est l'ordre, c'est l'autorité, mais c'est pas seulement ça. Non, c'est celui qui met des limites. C'est celui qui vient dire non, avec ta maman, tu ne peux pas. Non? Et on va voir d'ailleurs, quand on continue donc à étudier la psychanalyse, que très souvent, les symptômes, ce qu'il fait, c'est qu'ils disent « je fais ce que je veux ». Et donc, je construis un symptôme parce que je ne veux pas renoncer à ma mère. D'accord? Et très souvent, quand le sujet ne veut pas renoncer à sa mère, ben, il va produire un symptôme. C'est-à-dire que... Et ce n'est pas quelque chose qui est, ça y est, l'enfant il a produit la figure du père, il a compris qu'avec sa mère il ne pouvait pas, et que ça y est, nous sommes tranquilles, c'est fait, le garçon il va bien grandir. Sinon que c'est quelque chose qui va nous arriver pendant toute notre vie. C'est-à-dire que chaque fois que nous devons renoncer à quelque chose, nous avons la possibilité de dire « non, je ne renonce pas ». Non, c'est-à-dire qu'il va être nécessaire dans certains événements de notre vie de recommencer à renoncer à ce premier amour. Non, je comprends rien. Ben voilà, Dina. Non. Donc,
donc le père, ce n'est pas l'équivalent du surmoi. Le surmoi, ça va être donc à cette époque-là où le sujet donc va renoncer à ses amours incestueux. Ben, ce qu'il va faire, il va les incorporer. Et comment il va les introjecter, les incorporer, les introjecter dans l'appareil psychique? Par identification. C'est-à-dire que, exactement, René, non, le père représente le troisième, celui qui vient séparer la relation idyllique de l'enfant avec la mère. Ou tant qu'il n'y a personne qui vient séparer, il se rend compte de rien. Il pense que, même très souvent, même celui qui est le papa qui est dans la maison, ben, il est considéré comme une maman pour l'enfant, non, comme quelque chose qui ne vient pas gêner la relation d'amour qu'il a avec sa mère. Quand tout d'un coup, non. Alors Clémence, il n'y a pas une mère ou un père, tout d'abord, il y a une fonction maternelle et paternelle, c'est ça? Oui, oui, bah, dans le sens où la fonction maternelle et fonction paternelle, c'est ce qui se passe dans l'appareil psychique et qu'on va savoir seulement par après-coup. Après, dans notre vie quotidienne, nous savons bien qu'il y a obligatoirement une maman, enfin une jeune femme qui doit apprendre à être maman. Non, un jeune homme qui doit apprendre à être papa. Non, que ça ne veut pas dire d'avoir des enfants, c'est quelque chose aussi, c'est un apprentissage. Donc, et donc Freud va dire qu'il va y avoir ce mécanisme d'identification. C'est-à-dire que je renonce à cet amour, mais pour l'introjecter, pour qu'il devienne, donc cette relation se maintienne, mais de façon inconsciente, je vais m'identifier à ces amours. Et alors, l'identification, donc il va avoir une identification avec le père et une identification avec la mère, non? C'est-à-dire qu'il va abandonner l'énergie psychique qui était installée sur son objet amoureux, non, comme j'ai dit, donc ça ne devient plus, il va enlever l'érotisme qu'il y avait sur cette relation amoureuse, donc toute cette énergie qu'il y avait sur cette relation, et il va l'introjecter. Et en l'introjectant, il va prendre il va s'identifier à quelque chose de la mère, il va s'identifier à quelque chose du père. C'est-à-dire que à la place de cette énergie, il va s'installer l'identification. Alors finalement, il n'y a pas toujours de schéma préétabli. Un père peut assumer plus qu'une fonction maternelle et la mère une fonction paternelle. D'accord, exactement. Donc là, vous voyez, vous posez des questions comme si on allait regarder dans une famille comment ils vivent pour voir si chacun fait bien les choses. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir d'avance. Même la mère qui élève seule ses enfants, elle ne sait pas si elle est en train de faire occuper la fonction paternelle, on va dire, de façon correcte, si elle le fait, si elle ne le fait pas. On ne peut pas le savoir. On va le savoir qu'après. Nous, on s'occupe des patients qui viennent parler en séance pour voir comment est leur appareil psychique, parce que moi je ne peux pas savoir comment est l'appareil psychique des gens tant qu'ils ne sont pas dans cette situation psychanalytique particulière. Je ne peux rien savoir. Donc c'est simplement là, dans cette situation particulière, où je vais pouvoir savoir ou connaître ce qui se passe. Ok, Sandrine dit qu'il faut accepter qu'on ne comprenne pas exactement. Non, ce qui est intéressant, que c'est vraiment une construction. Non, la compréhension, c'est comme si... donc, premier temps, renonciation, puis identification. Alors, on va dire, Pauline, que tous ces mécanismes, en fait, ils ont lieu en même temps. Que nous, pour les étudier, on est obligé de les décortiquer et dire, tiens, le premier ici, le deuxième ici, le troisième ici, mais en fait, tout ça, ça a lieu en même temps. Claude dit, si échec de la mise en place du surmoi pour l'enfant, on est dans la forclusion du père de Lacan. L'enfant reste fusionné à la mère, c'est la psychose, non? Mais ça, c'est quelque chose, non? C'est comme... c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous, adultes. Je dis que ce n'est pas que quelque chose... Non, on ne va pas aller regarder comment fonctionne l'enfant. Sinon que comme c'est quelque chose qui est inconscient, non, on peut avoir dans un autre moment de notre... oui, Kenza, je vois vos questions, mais j'ai passé la question rapidement parce que je ne sais plus ce qui s'est passé, je n'ai pas compris. Mais j'ai vu, oui. Donc, ce que je veux dire... vous ne voyez pas ma réponse.
Donc, ce qui se passe, c'est que, comment on disait que, je ne me rappelle plus. Donc, cette identification, non, ça va permettre l'introjection du père des figures parentales. On les appelle les figures parentales, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient pour l'enfant de dire ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça oui, ça non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Donc le sujet, non, l'enfant, il va introjecter cette fonction, ces figures parentales dans son appareil psychique, et il y a une partie du moi du sujet qui va être utilisé pour fabriquer le surmoi. Et le surmoi donc va être fabriqué avec une partie du moi et avec une partie de l'énergie du ça. Et c'est comme ça que va se fabriquer le surmoi. Mais en fait, Freud il va nous dire que le surmoi, ce n'est pas simplement, ce n'est pas mon papa et ma maman qui sont introjectés. Ou ce papa et cette maman qui étaient idéales pendant ma première enfance. Non, que ce n'est pas quelque chose de cet ordre-là. Sinon que c'est une autorité réellement. Et c'est une autorité, Freud va dire, qui est plus en relation, on va dire, avec le social qu'avec ce papa et cette maman que chacun d'entre nous, nous avons eu ou pratiquement. C'est-à-dire que ça n'est pas référence avec ces figures particulières. L'identification, oui, mais pas la fabrication sur le surmoi. C'est-à-dire que Freud, il va dire qu'il y a chez certaines personnes un surmoi. Donc le surmoi, ça veut dire que c'est une instance qui va être dans structure dite névrotique et structure dite psychotique, il y a toujours bien un surmoi. Désolé pour toutes ces questions et encore merci. Oui, il y a toujours un surmoi, dans l'une comme dans l'autre, non? Donc Sarah dit le surmoi, c'est l'intériorisation des interdits. Donc le surmoi, c'est l'intériorisation des figures parentales, qui fait que là, le sujet, il n'a plus besoin de l'extérieur, sinon qu'il a introjecté à l'intérieur quelqu'un qui vient, qui est le surmoi, qui lui dit ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va prendre un rôle, donc comme une sorte de conscience qui va surveiller le moi. Le surmoi, c'est le surveillant. Comme avant, il y avait les parents qui surveillaient les enfants pour leur dire ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils ne pouvaient pas. Et maintenant, directement, c'est son surmoi qui va continuer, non, à travailler. Et il dit donc qu'en général, on peut trouver des surmois beaucoup plus sévères de ce que ce que les parents ont été dans notre vie. D'accord? Donc, ce n'est pas exactement cette figure de ce qu'on arrive à refouler, donc. Je ne comprends pas, Pauline. Donc, et c'est la sévérité des parents, non? C'est-à-dire que, par exemple, on va voir que, parce que ce surmoi, il va être, ou il peut être, parce que pour chacun d'entre nous, le surmoi va être différent, c'est-à-dire qu'il va correspondre aussi un petit peu à cet idéal, non? On voudrait correspondre à cet idéal que nous avons, non? Où on devrait faire les choses de telle manière, les choses de telle autre, et puis ensuite, comme on ne les a pas fait aussi bien qu'on pensait, ben, on se punit, non? Non, le surmoi, c'est pas l'ego. Non, le surmoi, Muriel, c'est cette instance psychique, donc quelque chose qu'on ne voit pas. Nous, tout simplement, ce qu'on peut voir, c'est les résultats dans la conscience. Et les résultats, donc ce qui est refoulé, se trouve dans le ça, effectivement. Effectivement, Manon. Donc, c'est-à-dire que ce qui était refoulé va s'unir à ce qu'il y avait déjà dans le ça. Parce que dans le ça, il y avait déjà quelque chose. Margade, bonsoir. Et donc, il va nous expliquer que il va devoir, donc il va y avoir une instance, non, dans le sujet qui va le surveiller. D'ailleurs, Freud, il dit que la religion, elle a bien compris ça tout de suite, et donc elle l'utilise, non, elle sait que le sujet, il a cette fonction à l'intérieur qui vient le surveiller. Parce que Freud, il va nous expliquer, donc si une mère perverse narcissique, l'enfant construit, crée les trois... Non, 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 Joseph. D'accord? Donc, on va dire, c'est quoi d'abord une mère? Qu'est-ce que ça veut dire une mère pervers narcissique? Non, ça c'est mettre une étiquette, c'est comme s'il s'agissait d'une équation mathématique. Mais nous ne sommes pas des éléments d'une équation mathématique. Tous les jours, nous sommes différents. Nous ne parlons pas et ne répétons pas les mêmes choses. Chaque jour, nous sommes différents. Donc nous ne pouvons pas nous mettre des étiquettes. Non? Et en plus, chacun d'entre nous aussi, nous sommes différents.
Olivier demande, si le surmoi du sujet est beaucoup plus sévère que la sévérité des parents, quelles sont les conséquences? Ben, les conséquences, c'est que si le surmoi est très sévère, c'est-à-dire qu'il ne permet rien au moi. Au moi, il n'a rien le droit de faire, parce qu'en plus, c'est ce que Freud dit là. Alors attendez, François dit, le renoncement à la mère peut-il se subsumer en un choix du père comme objet de désir? Bien sûr. Géraldine, les symptômes reviennent à ne pas quitter la mère. Oui, d'une certaine façon, Géraldine, mais pas tous. Sandrine, la religion est une protection pour l'individu. Non, je disais pas ça. Ok, Joseph. Et je disais que la religion, elle a bien vu qu'il y avait un surmoi qui était installé dans l'appareil psychique. D'accord? Donc il y a un surmoi qui est là pour surveiller. Et donc il y a certaines personnes qui sont très sévères, non? Qui, le ça est le lieu de notre pulsion. Oui. Donc il y a des personnes qui ont donc un surmoi très sévère et le moi, il ne peut pas vivre. Parce que ce que Freud il a découvert, c'est-à-dire que le surmoi, comme il est à l'intérieur de l'appareil, il ne va pas simplement juger le moi pour ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, sinon simplement pour ce qu'il a désiré. Et il va le punir de désirer des choses qu'il considérait pas correctes. Sarah dit, est-ce que la dissolution, alors du surmoi est une solution? Le surmoi ne va pas se dissoudre, mais on peut lui faire diminuer sa sévérité. Non, il y a des gens qui ont, dans la religion par exemple, des dieux qui sont très sévères, qui permettent rien. Donc obligatoirement le moi, donc il y a toujours le surmoi qui vient avec sa sévérité contre eux. Et donc on va voir que le surmoi, en fait, il a une position de sadique vis-à-vis du moi. C'est-à-dire qu'il est sadique dans le sens où il va le punir. Et comment il va le punir? On va le voir dans la réalité. On va voir quand il y a des gens qui ont des difficultés, ça c'est le réservoir pulsionnel, oui. Donc quand il y a des difficultés pour réaliser des choses, avec la maladie, par exemple, on a une certaine, non? C'est comme certaines maladies, après lecture, je ne dis pas que toutes les maladies, mais quand on voit qu'il y a des patients qui utilisent la maladie comme punition. Le surmoi peut provoquer des inhibitions et donc créer des symptômes. Bon, les inhibitions et les symptômes, c'est différent, non? Les inhibitions, ce n'est pas un premier stade du symptôme, non? Ce sont deux choses différentes. Donc, mais c'est pour ça que Freud il va dire que notre sens moral ne vient pas de notre éducation, ne vient même pas de l'influence de la vie en société, mais sinon qu'il a été implanté par ce développement normal de tous les êtres humains. C'est-à-dire que tous les êtres humains doivent renoncer à quelque chose, non? Il y a Lévi-Strauss avec les relations de parenté, où il a dit que même dans les tribus des sauvages, il y a des objets qu'on ne peut pas, avec qui ce n'est pas possible. Il y a toujours un nom. Et comme il y a un nom, non? Un nom qui vient établir et qui va donc fabriquer, on va dire d'une certaine façon, fabriquer tout cet appareil psychique. Donc pour quelle raison est-il parfois si sévère? Quand il y a un grand idéal, par exemple, non? Quand le sujet, à côté de ce, il a un idéal, et comme le surmoi il regarde, et t'es loin de ton idéal, punition. C'est-à-dire que, et en plus, après il y a une punition, parce que dans le surmoi, en fait, il y a toujours ces figures parentales. Pourquoi le surmoi est si sévère? Quel en est son intérêt pour le sujet? À quoi cela répond-il pour le sujet? Pour mettre des limites. Pour mettre des limites. D'accord? C'est-à-dire que l'être humain, c'est un être très agressif. D'ailleurs, vous pouvez le voir, non? Il y a des gens qui y répriment plus et d'autres qui y répriment moins. Mais c'est un sujet très agressif. Et quand, je veux dire que dans l'évolution, le petit garçon, la petite fille sont très agressifs, hostiles. Et quand on les laisse, donc on est obligé de les réprimer pour leur mettre des limites à leur agressivité. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait tous avec nous. Ils nous ont limité notre agressivité, mais notre agressivité, qu'est-ce qu'on a fait avec cette agressivité? Donc nous, on a dû renoncer, réprimer notre agressivité. Et en fait, Freud, il va dire que cette agressivité, une partie de cette agressivité, fait partie de ce surmoi. Non? Bon, là, vous allez vite avec les questions et je ne vois plus les questions, non?
Donc le surmoi se construit au moment de cette constitution du sujet, de ce développement du complexe d'Oedipe. Le surmoi peut parfois orienter vers des professions de la police. Alors, ça, ce sont des... On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Je vais dire que ça, c'est pareil. Il faut écouter le patient pour voir chaque patient, parce qu'il y en a d'autres aussi qui vont dire, et les professeurs, non? On va dire, il y a beaucoup, ou les médecins, je veux dire qu'il y a beaucoup de professions où on va dire qui sont en relation un petit peu, non? Le surmoi permet le choix au sujet et lui permet aussi de gérer ses pulsions. Le choix, c'est celui qui vient surveiller, parce que morale, on va avoir une morale. D'accord, l'interdiction, elle doit se maintenir. On ne peut pas retourner avec la maman. Et donc le surmoi, il est là pour surveiller que le moi, il ne revienne pas. Et à chaque fois qu'il désire revenir, pas qu'il revient, qu'il désire revenir, le surmoi, il le voit et il punit. Et donc, comme on avait vu dans l'autre vidéo où on avait fait référence à ce sentiment de culpabilité, donc il y a ce sentiment de culpabilité inconscient. Et on voit les effets du sentiment de culpabilité, non? Par exemple avec la souffrance, avec la douleur, où il y a des sentiments par exemple, là, comme maintenant avec le virus, il y a des gens qui attrapent le virus comme que une autre personne ne l'aurait pas attrapé, mais lui il l'attrape. Pourquoi? Comme punition, par sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est en partant du surmoi qu'on se provoque des maladies psychosomatiques? Des maladies en général, pas super. Non, le surmoi, c'est pas ce que la religion l'appelle Dieu. Non? Sinon qu'il y a dans la religion, non? Puisqu'il y a la religion catholique, par exemple, qui vient nous dire que nous ne sommes pas là pour jouir de la vie, nous sommes là pour, non? Passer par toutes les souffrances qu'on aura à passer et qu'on a... Pardon. Donc, Brigitte, elle dit que devient l'agressivité dans le surmoi? Ben, c'est cette agressivité, il va attaquer le moi. D'accord? Donc, un surmoi agressif, c'est celui qui va attaquer le moi, qui ne va pas le laisser, respirer. Parce qu'en fait, on va voir, ce sont ces figures parentales qui ont été donc introjectées, et il y a comme une sorte... alors attendez, comment c'était ça? Parce que la vérité, moi j'en parle et on fait comme une sorte, comme maintenant, de vision, non? De vol d'oiseau sur le sujet, mais c'est quelque chose, la fabrication, la formation du surmoi, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'en fait, Freud, il dit, c'est les figures parentales, mais c'est pas exactement les figures parentales, sinon, d'une certaine façon, c'est le surmoi des figures parentales. Donc des fois on se retrouve, donc on avait un papa et une maman tout à fait gentils qui nous ont pas spécialement punis, qui nous ont aidés à grandir et puis c'est tout, et on a un surmoi terrible et super sévère. Pourquoi? Parce qu'il fait référence au surmoi parce que le surmoi il n'est pas né avec moi. Le surmoi il est né de génération en génération en génération en génération. D'accord? Et donc d'une certaine façon, non, il y a toute cette histoire que quand j'introjecte ces figures parentales, j'introjecte une partie de l'histoire de l'humanité. De la même façon que dans le ça, non, quand on dit les enfants, ils arrivent et ils arrivent dans ce monde d'humains et ils vont devoir refaire à la vitesse lumière l'histoire de l'humanité. Ils vont devoir, vous voyez que les enfants, par exemple, au début, ils pensent que les parents, ils savent ce qu'ils pensent. Et que les parents, ils sont dans leur tête. Donc des fois, simplement parce qu'ils ont pensé quelque chose d'une bêtise, et ils pensent que le père, ben, il sait à quoi il a pensé. Donc, et ça, c'est quelque chose de la pensée des primitifs. Donc c'est très intéressant de voir que les enfants donc, vont devoir apprendre, passer par ce développement de la pensée, non, pendant de l'histoire de l'humanité. Donc en fait, nous sommes de la même façon qu'on va dire que notre enfance est toujours en nous, d'une façon réprimée ou moins réprimée selon les cas, mais que notre enfance est encore en nous, mais l'histoire de l'humanité est encore en nous. Que ce n'est pas quelque chose où ça appartenait aux primitifs. Non? Quand on dit, je veux dire qu'il y a encore des gens qui disent je croise les doigts, je touche du bois. Ben, ce sont des idées de la pensée magique avant le Moyen-Âge.
et qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors vous voyez que on n'a pas abandonné. Il y a certaines choses qu'on devrait ou qui nous conviendrait d'abandonner pour vivre au XXIe siècle et qu'on n'a pas encore abandonné. Hein. Donc, bon, je ne sais pas si j'ai... D'accord? Donc, on va voir que dans ce sujet, dans cet appareil psychique qu'on va écouter, parce que quand le sujet il vient, ben, le sujet il vient, non? Son travail c'est de pouvoir associer librement, ou plutôt d'apprendre à associer librement. Et dans cette association, il va nous raconter quelque chose qui, grâce à l'écoute du professionnel qui est préparé pour ça, pouvoir découvrir, pouvoir plutôt plus que découvrir, interpréter ce que le sujet il peut pas voir. Pourquoi? Parce que c'est réprimé. C'est réprimé, donc le sujet lui-même, il ne peut pas le voir. Il a besoin, comme toujours, de la même façon qu'à un moment de sa vie, il a eu besoin indispensable d'une maman, ben, il y a un moment de notre vie, où je dirais même, non, Freud il disait que toute l'humanité devrait être en psychanalyse, dans le sens où, comme nous avons une partie de notre vie qui est réprimée, ben, nous devrions tous être en psychanalyse. Pourquoi? Pour pouvoir interpréter ce matériel réprimé. Pour que justement, que nous puissions faire face à toutes ces choses réprimées qu'aujourd'hui nous ne supportons pas, de pouvoir améliorer nos relations avec ce matériel réprimé qui n'a rien de particulier. Pourquoi? Pour faire face à cet être humain que nous sommes tous. Parce qu'en fait, il y a une partie de nous que nous avons réprimée parce que nous ne la tolérons pas. Et donc le travail analytique, ben, c'est d'apprendre à avoir une meilleure relation avec cet être humain que je suis. Alors je ne sais pas si tout d'un coup vous avez arrêté vos questions, mais enfin moi j'en reçois plus. Hein. Enfin c'est pour vous dire, je ne reçois plus de questions. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit que tout ce qui va être pris donc avec ce surmoi, non? Il va aussi être, parce que le surmoi, comme il est fabriqué avec l'introjection de ces figures parentales, c'est une partie, il va utiliser une partie du moi pour se fabriquer, et il va utiliser l'énergie du ça. D'accord? Donc, comme il utilise l'énergie du ça, c'est quelque chose d'archaïque, le ça. Non, ce réservoir pulsionnel, c'est quelque chose qui est archaïque. Donc, et donc, c'est pour ça que ce phénomène du surmoi, qui est vraiment un phénomène, c'est quelque chose qui est important, qu'on ne va pas pouvoir éliminer, et que le moi, ben, le travail du moi, ça va être d'apprendre à améliorer sa relation avec le surmoi. Parce que très souvent, le moi face au surmoi, il est masochiste, et il se laisse punir, et il se laisse maltraiter par le surmoi. D'accord? Donc vous voyez, c'est super intéressant d'apprendre petit à petit à voir comment fonctionne cet appareil psychique. Puisqu'en plus, c'est cet appareil psychique qui dirige notre vie. Qui dirige notre vie, puisque ce sont des éléments dont nous ne connaissons pas, dont nous ne pouvons pas contrôler, même si nous aimerions beaucoup pouvoir contrôler, mais l'inconscient est incontrôlable. Est incontrôlable. La seule chose qu'on peut faire avec notre inconscient, c'est l'interpréter pour le connaître. Tant qu'il n'est pas interprété, on ne peut pas le connaître. Donc avec l'interprétation, ben, on peut apprendre à connaître. Hein. Je veux dire que par exemple, ici, nous sommes dans une rencontre avec très certainement plusieurs nationalités. Chaque nationalité a son surmoi particulier. Hein. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'histoire. Je veux dire, par exemple, les Français. Les Français, ils ont tué leur roi. Dans l'histoire, nous, on a appris qu'on a tué notre roi, que les Français se sont tous mis d'accord pour tuer le roi. Bon, alors après, ça, ce sont des choses qui viennent avec nous, qui font partie de notre histoire. Hein? Donc, ce n'est pas que j'ai rien à voir avec ça, moi, j'étais pas là. Eh ben non, on fait partie de cette chaîne humaine. On est un échelon de plus, mais on a toute la chaîne avec nous. Donc c'est pour ça que pouvoir avoir les idées qui correspondent, se détacher de ces histoires, donc effectivement qui correspondent à d'autres époques, et de pouvoir réellement vivre avec les idées du XXIe siècle, avec les nouveautés de penser quoi? De penser l'être humain, pas de penser Internet ou la communication, ou les voyages
planétaire, sinon de pouvoir penser l'être humain avec ces instruments modernes que nous avons aujourd'hui. Oui, alors, effectivement, ah si. Non, bah, je vois plus de questions. Hein. Chaque fois que je bouge, je vois plus de questions. Bon, ça fait bizarre que tout d'un coup, vous n'ayez plus d'intervention, mais moi j'ai pu... Alors attendez, peut-être que je vais les voir si j'ouvre par ici. Alors attendez, peut-être que je vais les voir si je les ouvre par ici. Donc on va dire c'est la croyance primitive. Clope, elle continue à exister, en chacun de nous. Tuer le roi en vue des identifications devient se faire tuer soi. D'où le surmoi qui dit tu n'as pas le droit, tu vas mourir. Bon, je ne comprends pas là par contre, Marie-Christine. Donc, oui, donc j'ai dû perdre quelques messages, hein, excusez-moi, mais ici ça n'arrivait plus. Donc là sur l'écran, ça revient. Donc, mais c'est ça qui est très intéressant, effectivement, de se rendre compte. Donc, Nina, on ne va pas en finir avec l'inconscient. L'inconscient, quand on dit que c'est le réservoir des pulsions, ça veut dire que ça va continuer tout le temps. D'accord? Que ça va continuer, c'est un réservoir pulsionnel. Donc, ce réservoir, il va s'arrêter avec notre mort. Donc, ce qu'on peut faire après, c'est l'interpréter pendant toute notre vie, si on veut. On peut parler de surmoi collectif. Freud il dit que l'équilibre entre le surmoi et le ça par le biais du moi a quel déterminisme mais en fait il n'y a pas d'équilibre, François. Sinon que Freud ce qu'il nous dit c'est que le moi il doit apprendre. Non, le moi c'est celui qui doit pouvoir organiser ces différentes instances parce qu'on a le ça qui veut s'extérioriser, il y a le surmoi qu'il faut diminuer la sévérité. Et il y a la réalité aussi qui demande des choses. Donc il y a le moi qui est au milieu de ces trois choses, qui réclame chacune ses satisfactions, et que le moi, il doit apprendre à gérer. Donc, et ce qui se passe, c'est que très souvent, c'est que le moi, il est encore trop faible. Il n'a pas terminé sa formation, il est encore trop faible, et donc il se laisse envahir par tout ce qui vient. Et il n'arrive pas à gérer. Donc il faut apprendre à... Non, dans une psychanalyse, on va apprendre, enfin plutôt que le moi, il va pouvoir avoir la possibilité d'apprendre à mieux gérer ses relations avec l'extérieur. La répression, c'est le refoulement, oui. Lien entre surmoi et désir. Le surmoi inhibe-t-il le désir? Ça dépend du surmoi, non Fabienne? C'est-à-dire que le surmoi, il tolère le désir, mais un certain type de désir, pas tous, non? C'est-à-dire qu'il y a des désirs qui ne sont considérés comme trop, non? Puisque nous sommes très moralistes. Quand on dit que nous sommes tous très moralistes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas interdites, et pourtant qu'on ne se permet pas, non? Il y a beaucoup de choses qu'on ne se permet pas. Le moi, c'est l'instance de compromis entre le surmoi et le ça qui va les concilier. Donc, comme nous sommes très moralistes, nous avons un surmoi qui est très sévère, qui nous empêche de faire des choses qui ne sont pas interdites. Non, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, non? D'où la connaissance, l'importance, Brigitte, de la connaissance de l'histoire de ses antécédents, bien sûr, parce que c'est une façon d'étudier notre propre situation. Réprimer, c'est pas enfermer, Joseph. Réprimer, c'est transformer le matériel qui était conscient en inconscient. Donc, je ne peux plus le contrôler. Quand il est conscient, je peux le contrôler. Mais quand il est inconscient, je ne peux plus le contrôler. Et pourtant, il continue sa route. Non, on va dire que le réprimer, tout ce qui a été réprimé, il continue à s'étaler. On se trouve par moments dans l'ambivalence entre le surmoi et le ça. Comment faire? Mais comment vous le savez? Comment vous le savez que vous êtes dans l'ambivalence entre le surmoi et le ça? Tous les deux, non, il y a une partie, la majorité du surmoi est inconscient. Le ça est inconscient, complètement inconscient. Donc, nous n'avons aucune idée, nous ne savons pas, non, l'ambivalence. En plus, dans le ça, l'ambivalence, ça n'existe pas. Le ça, c'est vraiment le réservoir des pulsions où, qui n'a pas du tout, qui ne fonctionne pas du tout. Une analyse permet de réduire l'influence du surmoi afin de mieux se réaliser. Non, par exemple... Donc, elle va permettre de trouver un moi qui va pouvoir faire face. Non, il y a des gens qui écoutent... non, le surmoi, c'est cette petite voix, des fois, que vous écoutez et qui dit « Oh non, c'est pas bien, t'as vu ce que t'as fait, t'aurais pas dû faire ça, pourquoi tu l'as encore fait, pourtant t'avais pensé que t'allais pas là, non, cette petite voix qui nous critique, qui est là tout le temps en train de nous critiquer, par exemple. Et bien sûr, si on l'écoute et qu'on pense que cette petite voix a la raison,
on va faire n'importe quoi. On va faire n'importe quoi et les gens, ils sont persuadés que, enfin je dis les gens, tout le monde, non, est persuadé que cette petite voix qui parle et qui est là en train de critiquer tout ce qu'on fait, alors qu'on ne devrait pas se critiquer. Comment on va se critiquer? Pourquoi on va se critiquer? Hein? Donc pourquoi? Parce qu'on veut correspondre à un idéal. C'est pour ça qu'on se critique. On voudrait correspondre à un idéal. Et c'est un idéal, cet idéal que nous avons, que pas très bien défini, mais que nous avons dans le test, c'est un idéal. Donc, et si l'on l'écoute, on ne fait rien. Exactement, Marie-Claire. Donc, il ne faut pas l'écouter. On va être critiqué de toute façon. Si ce n'est pas par nous-mêmes, ce sera par les autres. Et il y aura toujours des critiques. Il faut apprendre à vivre avec les critiques. Donc le surmoi, effectivement, René, c'est un saboteur, effectivement. Le surmoi, c'est un saboteur quand le moi ne sait pas y répondre, non, parce que c'est en fait, c'est le surmoi, que c'est quand on lui donne trop de pouvoir, quand on lui laisse trop de place. Donc, quand on lui laisse la place du sadique terrible, non, il y a des gens qui souffrent énormément. Il y a des gens qui vivent dans une vie où il n'y a que souffrance. Ah ouais, c'est le surmoi qui est là en train de les punir constamment. Donc c'est quelque chose, et en plus, Freud, il a découvert que au plus le moi, il va dire d'accord, je vais faire ce que tu vas dire, d'accord, je vais le faire, au plus le surmoi est exigeant. Donc cet idéal est lié à la phase d'identification, demande Pauline. Cet idéal, c'est cet idéal infantile. Je ne sais pas s'il vient directement par l'identification. Non, l'identification, c'est autre chose. Comment sait-on que le surmoi est salvateur pour l'individu? Donc le surmoi, il n'est pas là. Bah, quand il va juste, effectivement, il vient nous dire non, pas par là, tu vas te faire mal. Non, c'est non, il y a des interdits, parce que vraiment, il y a des interdits. Il y a des interdits dans notre vie, tu ne tueras pas. Et pourtant, vous voyez qu'il y en a qui sautent la loi. Donc après, ben, il y a des... non, on peut voir dans les procès, non, aux tribunaux. Dans les tribunaux, il y a beaucoup de gens qui veulent la peine maximale, qui ont besoin de la peine maximale. Ils réclament la punition totale. Donc ils ont fait, on voit clairement qu'ils ont fait quelque chose pour recevoir la punition. Donc, et c'est le surmoi qui arrive à faire au sujet des choses dans la réalité pour qu'ils reçoivent la punition. Mais sans le surmoi, mais Sylvie, il n'y a pas de sans le surmoi. Le surmoi va toujours être là. Le surmoi, c'est celui qui va me dire je ne peux pas tuer, je ne peux pas... Non, qu'il y a certaines choses qui sont interdites. En plus, on va dire d'une certaine façon, pourquoi on cherche à être idéal? Bah, parce qu'il y a encore ce petit enfant qui vit en nous. Il a quel genre de surmoi? Je ne sais pas qui c'est, François, pardon, excusez-moi, Thaïlande, je ne sais pas qui c'est. Mais l'angoisse de la mère peut créer un surmoi encore plus important. Donc, ça dépend des sujets, Marie-Claire. Non, ça c'est encore pensé que s'il se passe ça, il se passera ça, il se passera ça. Alors, comme psychanalyse, on dit, quand on a ça, on peut étudier pour voir ce qui s'est passé. Par après coup. Et ça c'est quelque chose de très important, parce que sinon, on n'est pas dans la psychanalyse. La psychanalyse, c'est toujours par après coup. D'accord? Il y a eu des enfants qui ont été battus, et ça s'est jamais vu dans leur vie. Et il y en a d'autres, au contraire, qui, non, ça a créé de graves problèmes. Mais on ne peut pas le savoir. Recrées-tu, toi, un surmoi de mousquetaire, hein? Non? Donc, on va dire qu'on ne peut pas savoir d'avance. On ne peut pas savoir d'avance. Ce qu'on peut faire, c'est aller s'analyser pour savoir ce qui nous arrive. Non? En disant, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que très souvent, notre vie, on a vécu comme on a pu, on a pris cette décision, on a pris cette autre, on ne sait pas trop. Et puis on se retrouve dans une situation, on dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Non? Donc, il faut apprendre petit à petit à savoir pourquoi je me retrouve là où je me retrouve. Pourquoi je suis là où je suis? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ces pas? Parce qu'on prend des décisions, on ne sait pas vraiment pourquoi on a pris celle-là ou celle-là. On ne sait pas. Donc c'est pour ça que la psychanalyse, c'est quelque chose qui est très intéressant, hein, comme instrument pour apprendre à se connaître, comme on disait, donc avant tout. Hein. Et en plus, la psychanalyse est un instrument pour mieux vivre les années futures, c'est-à-dire pour mieux être capable de s'adapter à ce que le futur va nous présenter. Parce que comme vous voyez,
le futur, impossible de savoir ce qui va se passer. Donc, il faut pourtant pouvoir faire face à ce qui va se passer et réagir rapidement. Non? Enfin, réagir rapidement, réagir surtout. Non? Pas attendre. Donc, pour mieux vivre les années futures, c'est-à-dire pour mieux faire face à cette nouvelle vie qui va se présenter à moi obligatoirement, que je ne vais pas vivre toujours, toute ma vie, la même chose. Bon, mais nous, on va quand même se retrouver mardi prochain à 21h. Donc, mardi prochain à 21h, nous continuons donc avec un nouveau sujet, une nouvelle rencontre pour continuer donc à parler de ces choses si intéressantes. Donc, je répète, vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, partagez-la. Aimez la page, non, partagez. Et puis après, je crois que cette semaine, je vais vous passer merci à vous pour votre participation. C'est quelque chose qui existe, non seulement Italie 0, Espagne 0. Ok. Donc, c'est une rencontre qu'on fait tous ensemble. C'est-à-dire que c'est parce que vous venez si nombreux, c'est que je regarderai une deuxième fois. D'accord, Fanny? Oui. Mais il faut continuer, non? Plus que regarder une deuxième fois, que c'est tout à fait possible, après il faut continuer et aller lire Freud. Allez lire Freud, vous avez le malaise dans la culture. Les derniers chapitres du malaise dans la culture sont quelque chose de très très intéressant. Donc je vous recommande la lecture du malaise dans la culture. Il vient nous parler un petit peu, donc à la fin du texte. Non? Merci à vous, Jean-Loup, Sabrina, Catherine, Nagel. Bon, ben voilà, les messages ils disparaissent. Donc on continue, non? Merci à vous tous. Sans vous, cet espace ne serait pas là. Donc c'est parce que nous sommes tous au rendez-vous tous les mardis à 21h pour cet échange de psychanalyse pour tous. Alors bonne continuation et à mardi prochain. Allez, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao.